Qu'est-ce qui aurait fait que t'aurais pas été capable d'accomplir? C'est-tu parce qu'à chaque fois que tu tombes, ça te demande de l'énergie à remonter, puis vu que c'est long, tous tes muscles sont mobilisés longtemps, c'est la fatigue, en fait, qui t'empêche de continuer? Pour des lignes aussi longues que ça, l'enjeu il est beaucoup plus psychologique que physique. OK. Il y a le côté physique, mais c'est surtout parce que quand t'es dans le milieu, mettons pour une ligne de presque 2 km, t'es à 1 km de n'importe quel bord. Tu peux pas dire « Ah, je suis tanné. » Il y a pas d'échappatoire simple. Fait que c'est un engagement. Là. Une fois que t'es rendu à un certain point, quand tu pars, là ça va bien, mais à un moment donné, la pression psychologique de là, faut que tu prennes la décision de tu continues ou tu revires de bord, tu sais. Puis il y a un point de non-retour où est-ce que là t'es rendu trop loin puis que t'ailles d'un bord ou de l'autre, là t'es pogné, tu sais. Ça vient même de revirer de bord que le continue. Exact. Puis nous on a des plans pour aller secourir des gens, tu sais, si jamais il y a un problème. Mais vu que c'était la première fois que ça avait été installé une ligne de même, notre plan, c'est un plan, là. C'est pas une technique éprouvée depuis 25 ans, là. Sur la même ligne, par exemple. Sur la même ligne. Fait qu'il y a ça aussi en jeu, là. C'est que, oui, c'est sécuritaire, mais une ligne de 2 km, c'est unique au monde. Fait que c'est comme ultra, il y a quand même un risque qui est très, très grand. Fait que c'est là où l'enjeu est. Puis là, c'est d'avoir, puis là, pour pas se sentir stressé, faut avoir confiance en ses capacités physiques. Pour avoir confiance en ses capacités physiques, faut avoir testé faut s'être entraîné. Puis fait que là j'ai pris le temps, tu sais, j'ai fait des allers-retours sur une ligne chez nous, tu sais, j'ai fait des allers-retours, j'ai marché des kilomètres, tu sais, allers-retours pour comme juste me sécuriser là-dedans, puis voir c'est quoi les défis, sans débarquer, sans arrêter, juste pour voir c'est quoi les défis physiques qui arrivent, c'est où est-ce que ça fait mal en premier. Ben on se rend compte que c'est dans les épaules. C'est vraiment pas dans les jambes. C'est les épaules, là. Si on tient nos épaules en haut comme ça, engagées pendant 2 heures, là, ça fait mal. Fait que là, on se rend compte que finalement, moi, à un moment donné, tu viens que t'es capable de marcher juste un bras. Fait que là, tu reposes l'autre. Puis là, tu marches juste un bras, tu reposes l'autre. Puis, avec l'expérience aussi, des lignes longues comme ça, ils sont divisables en sections. Fait qu'il y a des sections où c'est plus facile de marcher. Et des sections où c'est plus difficile. Fait que dans la section où c'est facile, c'est là qu'il faut que tu te reposes. C'est comme quand tu cours, là, pis là, c'est le plat, genre, cool, mais s'il y a une pente en avant, tu sais, c'est maintenant faut que tu te reposes, parce que tout à l'heure, ça va être plus dur, tu sais, fait que c'est comme une stratégie aussi, tu sais, dans ta course, c'est une stratégie, fait que dans les longues lignes, il y a une stratégie aussi. C'est beau comment on revient à l'idée de cycle, avec l'agriculture, puis avec les saisons, de pas toujours s'imposer, de fonctionner toujours de la même façon, à la même vitesse. Puis je pense qu'on est dans une culture où on valorise beaucoup d'être productif, puis d'être dans l'action, moins dans la méditation et l'introspection. Puis c'est comme si, peu importe les circonstances, on devait toujours agir pareil. Puis je pense que moi, c'est ça ma mentalité, été-hiver. Comme les saisons avaient aucune différence sur le type d'entraînement que je pensais devoir faire. Finalement, j'ai décidé de voir les saisons différemment puis de voir l'hiver comme une façon de me reposer. Puis qu'il y a certains types, puis même avec, tu sais, pour une fille, le cycle menstruel, de dire, je le vois clairement qu'à certains moments, j'ai besoin d'activités plus intenses puis j'ai un plaisir à vivre des trucs, à faire des activités plus explosives comme par exemple le powerlifting ou l'entraînement d'intensité. Puis des fois, j'aime mieux faire du yoga vraiment calmement. Puis je dois respecter ça parce que ton corps en a besoin aussi comme de... Je trouve ça intéressant de voir que tout peut être amené à ça, d'écouter son corps en tenant compte de l'environnement pour s'adapter puis trouver la meilleure approche, dans le fond. Fait que quand tu te rends compte de certaines faiblesses physiques ou des trucs que tu veux améliorer pour pouvoir traverser une ligne comme ça, est-ce que ton entraînement c'était de plus marcher sur ta ligne ou il y avait des entraînements physique que tu faisais en extra? T'allais-tu au gym? Je pense que non. J'allais pas au gym. Pour cette ligne-là en particulier, je me suis entraîné, en fait, pour un athlète, un athlète, il trouverait que je me suis pas entraîné bien, mais c'était vraiment de marcher. Je faisais des allers-retours sur ma ligne, parce que là, l'enjeu, c'était vraiment la marche. C'était de marcher vraiment longtemps. Mais il y a plusieurs différents types de pratiques dans la slackline. Il y a la marche,
Il y a des positions, on peut faire des positions statiques, comme des positions de yoga, avec des positions d'équilibre yoga sur la ligne. Fait que là, si je m'entraînais pour ça, ben, tu sais, marcher, c'est pas... Ok, c'est ça. Il y a des gens qui peuvent faire une ligne au parc, par exemple, prendre 2 arbres. Oui. Puis s'en servir juste comme pour ajouter un défi dans leur pratique de yoga. Mais ça va pas nécessairement de faire de la marche. C'est ça, tu sais. Puis je pense que, mettons, la pratique de la slackline vient avant, comme, l'intégration, ben, avant l'intégration de mouvements de yoga sur la ligne. Mais bref, c'est ça, on peut faire des mouvements statiques, puis on peut faire des mouvements qui sont dynamiques aussi. Là, les mouvements dynamiques, c'est en utilisant les dynamismes de la ligne. Puis il y a différents mouvements, tu sais. Il y a le mouvement juste vertical, comme de haut en bas. Fait que vu qu'il y a une élasticité dans la ligne, on peut, le point le plus élastique, c'est toujours quand t'es dans le milieu. Aller dans le milieu puis faire des mouvements haut et bas. Ça, on va appeler ça en anglais le bounce, là, tu sais. Là, ça, c'est le bounce. Puis il y a le mouvement aussi qui est latéral. Ça, on va appeler ça le surf. Fait que là, ça, c'est quand on va de gauche à droite. On fait comme un surf. Puis là, ce qui est intéressant, c'est ça se fait vraiment en highline. Mais là, c'est de faire des transitions, fait des mouvements transitoires quand on arrive au point mort d'énergie. Fait que c'est quand on est comme en haut. Fait que quand t'arrives en bas, on pousse, là, c'est engagé. Puis là, quand on arrive en haut, il y a un petit moment de légèreté. Tu sais, petite légèreté. Puis c'est là où on peut faire une transition. Fait que de pied à assis, puis on arrive en bas, on est assis. Puis là, quand on remonte, on se remet debout. Puis là, ça, c'est en utilisation avec le rythme. Puis moi, j'écoute beaucoup de la musique quand je fais de l'highline. Fait que là, tu sais, c'est la musique, le rythme, l'énergie. Puis là, c'est le focus, puis le micro-mouvement, puis la microseconde où est-ce que tu peux faire ton mouvement. Puis là, tu tombes tout le temps, tu sais. Fait que là, t'essaies de t'améliorer là-dedans. Fait qu'il y a il y a la marche, puis il y a d'autres disciplines. Mais là, pour traverser la ligne d'asbestos, je voulais vraiment améliorer ma marche. Okay. Fait que là, je marchais. C'est quoi la musique que t'écoutes qui te fait sentir le plus concentré? J'aime beaucoup ce qui est ambiant. Mais après ça va dépendre, tu sais, les différentes disciplines que je fais, là. Mais quand je marche, j'ai différentes approches, là, dans les dernières années, là. À un moment donné, j'avais fait une playlist de comme 150 chansons vraiment différentes. Là, je la mettais sur aléatoire. Là, je me disais, genre, tu sais, l'univers va décider c'est quoi que je vais écouter, tu sais. Mais là, des fois, ça vient comme, tu sais, il y a une tune qui arrête, puis là, il y a une autre qui part, puis là, c'est le plus beau moment, tu sais, c'est comme, wow, cette chanson arrive maintenant, c'est tellement cool, tu sais, il y a des mots dans les paroles que ça fait, wow. Puis des fois, il y a une chanson qui part, t'es comme, ça me tente pas de l'entendre, tu sais, mais là, t'es comme un peu poigné, là, tu sais, changer la musique quand t'es sur une highline, ou tu sais, c'est une slackline. Mais, j'aime bien ce qui est ambiant, tu sais, de l'électronique avec de la musique électronique avec des paroles, mais comme qui est assez tranquille. Mais après ça, quand je fais des mouvements plus dynamiques, j'aime ça quand il y a plus de rythme. J'écoute gros du drum and bass, là, quand que je bounce ou, c'est ça. Mais chaque personne écoute de la musique différente, mais tout le monde écoute de la musique qui le fait triper, là. J'ai un ami qui écoute du hip-hop, là, du gros hip-hop, là, tu sais. C'est mon genre. Puis y a-t-il d'autres équipements? Est-ce que vous avez des souliers particuliers ou vous êtes nu-pieds sur la ligne? Ça, c'est une question de préférence, là. Il y a du monde qui met des souliers, il y a du monde qui sont nu-pieds. Il y a plus de monde qui sont nu-pieds, je dirais, qu'il y a du monde qui marchent en souliers, mais il y en a quand même. Puis là, maintenant, il y a des nouvelles alternatives pour les pieds, parce que des fois, tu sais, il fait froid, là. Puis ce qui arrive, c'est qu'avec les souliers, on sent moins la ligne, on a un peu moins d'adhésion. Fait que là, c'est comme des souliers minimalistes un peu, avec un petit peu de grip en dessous. Puis là, ça j'ai utilisé ça, par exemple, à Asbestos, parce que je marchais 2 km sur la ligne, puis il faisait fret le matin. Donc là, c'était comme, ça va super bien. C'est un produit de niche qui a été développé dans le monde de la slackline. Effectivement. Ok. Mais c'était associé aussi à le monde qui font du trail running, nu-pied, là. Ouais. Parce que c'était un produit de niche, mais qui a été utilisé pour... C'est-tu un truc avec des orteils? Non, je pense que j'ai déjà vu des gens faire ça avec le truc avec les orteils, mais moi, il n'y a pas d'orteils. Ok.
Mais il y a différents modèles, là, tu sais. J'ai jamais essayé de tirer avec des orteils, comme j'ai jamais... Je pense que j'aurais pas le courage de le porter en public, mais j'essaie d'être nu-pied. On essaie d'être nu-pied le plus souvent possible, puis même maintenant. L'été passé, on a testé de marcher nu-pied dans la rue pour se rendre jusqu'au parc, puis à Montréal, c'est un peu étrange. Je suis pas encore... J'ai pas encore le courage de l'assumer, fait que je traîne toujours mes souliers sur le côté, comme si je les avais temporairement enlevés. Dans ta main. Dans ma main. Mais j'étais à la quête de souliers minimalistes. Oui. Comme qui peuvent être portés en ville, de manière intéressante. En tout cas. Tu vas avoir des looks des gens pareils avec ça. Exactement, c'est ça. Fait que là, on est dans une phase d'émergence où ça émerge dans des disciplines vraiment précises. Je pense que ça, comme tout, là, ça va devenir de plus en plus mainstream. Puis on va croiser à un moment donné le lifestyle, là, la mode lifestyle, puis là, il va y avoir des souliers plus conventionnels. En tout cas, bref, petite parenthèse sur les souliers. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!